Ravi de vous retrouver une fois de plus à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Au sommaire de cette édition, probable report des élections législatives nationales et provinciales à Yumbi dans le Mai-Ndombe en raison du non-retour de près de 10 000 déplacés dans ce territoire. Pour violation des articles 112 et 160 de la Constitution, les bureaux des assemblées provinciales risquent d'être dissous et les sénatoriales annulées. Rejet du recours en annulation des sanctions européennes contre quelques dignitaires du régime Kabila par la Chambre du tribunal de l'Union européenne. Amnistié en 2014, bénéficiaire de la grâce présidentielle en 2019, mais toujours à la prison centrale de Makala. Il s'agit de 17 gardes de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Un invité dans ce journal, Claudel Loubaya. Bienvenue à tous. Prévu le dimanche 31 mars prochain par la CENI, les élections législatives nationales et provinciales à Yumbi dans la province de Mai-Ndombe pourraient être renvoyées dans 2 ou 3 mois. Selon le vice-premier ministre AI de l'Intérieur et Sécurité, le non-retour dans les temps de près de 10 000 déplacés dans ce territoire pourrait être à la base de cette situation. D'autant plus que ceux qui sont rentrés ont perdu leur carte d'électeur. Basile Olongo l'a révélé en marge de la deuxième journée des travaux de la tripartite SANSA, gouvernement CENI, mardi à l'immeuble de la territoriale dans la commune de Lagos. Tripartite, SANSA, gouvernement et CENI, on en parle. Les 3 institutions vont examiner l'évolution du processus électoral durant 4 jours. Plusieurs sujets seront abordés, notamment la gestion financière de la centrale électorale ainsi que les allégations en rapport avec la corruption des députés provinciaux. D'après les confrères de CNews, les sénatoriales sont en voie d'être annulées et les bureaux des assemblées provinciales dissous suite à la violation des articles 112 et 160 de la Constitution. Philippe, vous nous en parlez. Dans un article du site d'information CNews qui relate l'intervention du ministre d'État en relation avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga, le confrère révèle que le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, est en voie d'annuler le sénatorial et dissoudre le bureau des assemblées provinciales. À la tribune de la tripartite CNSA, gouvernement et CNI, en cours depuis le lundi 25 mars, Lisanga a présenté l'état de la situation des assemblées provinciales en ce qui concerne l'adoption des règlements intérieurs et sa transmission à la Cour constitutionnelle pour l'adoption de l'avis de conformité par rapport à la Constitution. Ces explications ont été d'un grand apport en ce moment où le sujet fait débat à l'opinion. Cette dernière s'interroge sur le bureau des assemblées provinciales ont été installés conformément aux dispositions des articles 112 et 160 de la Constitution. Il se dégage en effet, selon les arguments de Lisanga, de la lecture de 2 dispositions que les bureaux provisoires devraient en réalité attendre l'avis de conformité de la Cour constitutionnelle avant de procéder à l'installation des bureaux définitifs. Malheureusement, a laissé entendre Lisanga que seul le bureau de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi a respecté les dites dispositions. En conséquence, ce ministre d'État a estimé que les actes posés par le bureau définitif récemment installé en marge de la loi sont nuls et de nul effet. Et il en sera de même de l'élection des sénateurs, comme pour dire les bureaux définitifs n'ayant pas suivi la procédure constitutionnelle doivent être dissous. Les sénats issus des assemblées provinciales ne peut nullement être mis en place, encore moins fonctionner. Lisanga Bonganga a appelé le président du CNSA, Joseph Olenga Koyi, à saisir le Conseil d'État. Et dans l'affaire, on appelle opposant le gouverneur sortant du Kasaï central, Denis Kambaï, à son prédécesseur Alexis Kandé. Dans le Conseil d'État, le verdict vient de tomber en faveur d'Alexis Kandé, qui va récupérer son siège de député provincial à l'Assemblée provinciale. Et l'argument des avocats de l'actuel gouverneur du Kasaï central, selon laquelle la liste AFDC et alliés comportait le nom de 2 fonctionnaires de l'État, a été tout simplement rejetée.
Sanctions européennes contre les dignitaires du régime Kabila, on en parle. Évariste Boshab, Emmanuel Ramazani Shadari, Lambert Mende, Kalev Mutondo et autres avaient introduit un recours en annulation de leurs sanctions par la Chambre du tribunal de l'Union européenne qui vient de répondre par la négation. Élément de Philippe Vumpi, suivez. 8 dignitaires de l'ancien régime de Kabila, sur les 14 sanctionnés par le Conseil de l'Union européenne, demeurent sous sanction après l'introduction de leur recours en annulation des sanctions. La requête a été rejetée le mardi 26 mars par la 9e chambre du tribunal de l'Union européenne. Le mesure contre ces personnalités consistait le gel des fonds et des ressources économiques, la prohibition d'entrée et des passages en transit sur le territoire des pays membres de l'Union européenne. En tête des requérants, Évariste Boshab, en sa qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de décembre 2014 à décembre 2016. Boshab est accusé d'être responsable des arrestations des militants et des membres de l'opposition ainsi que les recours disproportionnés à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre de cette même année. Alex Kande Mupompa, en tant que gouverneur du Kasaï central, responsable des recours dispensationnés à la force, de la répression volontaire et des exécutions extrajudiciaires. Jean-Claude Kazembe, en tant que gouverneur du Haut-Katanga, responsable de la répression violente dans les Katanga entre le 15 et le 31 décembre 2016. Lambert Mende, en tant que ministre de Communication et des Médias, avec une politique qui violait le droit à la liberté d'expression et d'information. Les généraux Moindo Akil Mundos et Eric Rumbere, Emmanuel Ramazani Shadari, en tant que vice-premier ministre et responsable de la récente arrestation d'activistes et membres de l'opposition et de violation des droits de l'homme. Kalev Mutombo, l'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements ANR, impliqué d'arrestations arbitraires et le mauvais traitement de membres de l'opposition et la société civile. La fin de non-recevoir réservée par l'Union européenne au recours de quelques personnalités congolaises sanctionnées n'est pas une surprise pour le député provincial Mike Mukebai Kosso. Il est ici au micro de Paulin Kamaïdo. Suivez. L'opinion congolaise salue le rejet du recours sur la levée de sanctions de proches de Kabila, car le système Kabila continue de sévir, estime le député provincial Mike Mukebai. Un signal fort de la part de la communauté internationale, c'est pour dire clairement à l'opinion congolaise, tout autant que l'opinion internationale, que rien n'a changé, que le système Kabila continue à sévir et qu'il faut continuer à traquer ces systèmes-là. Au jour d'aujourd'hui, il y a un d'entre nous qui a traversé, qui a accepté un pouvoir obtenu dans des conditions les plus compromettantes, pourvu qu'il soit là, et qui aujourd'hui est devenu le paravent de Kabila. Ça rend le combat un peu plus complexe pour nous, mais nous allons trouver de l'intelligence pour faire aboutir cette lutte. Qui a eu bel et bien un accord signé entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Faisant d'une pierre deux coups, ces députés provinciaux de Kinshasa remettent en cause le Comité national de suivi d'accord et la tripartite qui se tient actuellement avec la CENI et le gouvernement. Nulle part il était dit que le CNSA a accompagné la CENI jusqu'à l'accomplissement du terme du processus, nulle part. Qu'un individu, fut-il président de la République, se permette de suspendre tout un pays, tout un État. Quand vous suspendez ces élections, vous suspendez tout un État. Si vous n'avez pas le Sénat, et comment le pays va fonctionner? La question qui se pose, c'est des soupçons de corruption sur des individus. Pas le processus. Faites la part des choses. Ce n'est pas le processus. Si des individus se sont compromis, il faut sanctionner ces individus-là. Ce n'est pas le processus en soi. Le processus était transparent, les votes ont été organisés là devant nous, dépouillement et ainsi de suite, compilation, devant le public et devant le député provincial eux-mêmes. Et c'est regrettable que le pays soit désormais gouverné par des communiqués. Il y a un monsieur, avec les titres de directeur de cabinet du président de la République, qui prend des communiqués, qui les publie, et ces communiqués-là en force de loi. C'est ce que nous avons décrié ces 10, ces 15 dernières années. Et c'est cela que Félix nous reproduit ici, avec un individu appelé Vital Kamerhe. Nous connaissons cet homme, nous connaissons ses mœurs.
Ben, c'est dommage hein, pour l'UDPS. De passage en France, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a livré ses impressions sur la vie politique congolaise. Dans une interview accordée au site d'information français lacroix.com, Fridolin Ambongo a appelé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à composer avec les leaders de la Mouka en cas de possibilité. Si l'on trouve les mécanismes pour associer Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Martin Fayulu à son exercice du pouvoir, il va gagner en crédibilité, a estimé le prélat catholique. Direction Palais du Peuple, le rapporteur du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement se félicite de l'adoption du règlement intérieur et son introduction auprès de la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité comme l'exige l'article 112 de la loi fondamentale. Au cours d'un point de presse tenu mardi au Palais du Peuple, Jackson Aoussi a précisé que la Cour constitutionnelle disposait de 15 jours pour se prononcer. Élément de Zico Banda, regardez. Les amendements étaient tellement abondants, c'est ce qui nous a tiré un peu à longueur, n'est-ce pas, le processus d'élaboration de ces documents. Outre l'abondance, n'est-ce pas, des amendements, nous faisions aussi face à beaucoup de cas majeurs. Il y a eu tellement de deuil dans une courte période qui a fait à ce que cela impacte, n'est-ce pas, négativement sur la période qu'on pouvait travailler ces règlements intérieurs. Mais au finish, nous sommes arrivés le jeudi passé 21 mars à adopter à 21h les documents appelés le règlement intérieur. Sans transition, le samedi, on a adopté les documents le jeudi. Vendredi, on a fait tout pour toiletter les documents. Et le 23, donc le samedi, nous avions pris soin, par le biais du président de l'Assemblée nationale, de son bureau provisoire, transmettre les documents d'une manière officielle à la Cour constitutionnelle, parce que nous sommes liés à l'article 112, n'est-ce pas, de la Constitution, qui dit qu'avant l'entrée en vigueur, avant l'application du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Cour doit obligatoirement se prononcer sur la conformité du règlement par rapport à la Constitution. Donc, on parle ici de la Cour, dans les délais, la Cour déclarée inconstitutionnelle certaines dispositions, parce que ça ne sera pas néanmoins toutes les dispositions. Alors, quand on sait, ce n'est pas à dire qu'on va encore reprendre l'examen ou l'élaboration du règlement intérieur. Ce n'est pas ça. On met la Constitution réglemente ces domaines, on met juste à côté ces dispositions-là que la Cour a jugées inconstitutionnelles et on s'entelle qu'en application des dispositions que la Cour a validées. Comme annoncé en titre, tous les bénéficiaires de la grâce présidentielle de 2019 ne sont pas libres. Certains parmi eux sont toujours incarcérés dans le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK en sigle. Il s'agit là de 17 gardes de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. L'arrêté du ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mamba, est gelé au niveau de l'auditorat général pour des raisons inavouées. Après avoir été instruit par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre de la Justice a signé le document accordant la liberté à plusieurs prisonniers, dont les gardes du corps de Jean-Pierre Bemba Gombo depuis le 17 mars 2019. Ces infortunés qui croupissent jusqu'à ce jour à la prison centrale de Makala espéraient rejoindre leur famille le jour même de la libération de Franck Diongo. Des familles, filles et fils, femmes et enfants venus accueillir le leur. À leur grand étonnement, les portes de la prison resteront fermées. La décision serait bloquée au niveau de l'auditeur général. Les familles en pleurs, ne sachant à quel sens se vouer, ont accouru au vrai journal pour demander l'exécution de la décision du chef de l'État. Des prisonniers qui ont d'ailleurs déjà été amnistiés depuis 2014, mais retenus jusqu'à ce jour au CPRK. Par ailleurs, d'autres ne savent jusqu'à ce jour leur sort, leur avenir, leur devenir, comme le présumé assassin d'Omzé Laurent Désiré Kabila. Séparés, eux aussi, de leur famille 18 ans durant, ont perdu tout espoir de humer un jour l'ère de liberté.
Leta Mangasa, Nonon Lutola, Eddie Kapend, pour ne citer que ceux-là. Qu'adviendrait-il de tout ce qui jusqu'aujourd'hui continue de croupir à la prison centrale de Makala? L'avenir nous en dira certainement davantage. Changeons de chapitre à présent. Des réactions continuent de pleuvoir après le passage de Félix Tshisekedi au Forum économique à Kigali, capitale rwandaise. La volonté du président de la République de faire de son pays une terre d'investissement a été bien appréciée par John Kolela, cadre de l'UDPS, qui s'exprime au micro de Patricia Mastaki et Placide Minayako. Suivez. Le président est élu. Il fait la diplomatie. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bonheur de la République. S'il commence par le Rwanda, demain, il sera aussi à l'Est. Il pouvait commencer par l'Est pour que le lendemain soit aussi au Rwanda. Mais on doit commencer quelque part. Le fait de le faire, moi, je pense que c'est bien. Mais l'essentiel pour nous, c'est que vous devrez savoir, même Jésus n'a pas convaincu tout le monde. Il y en a qui ont jeté des pierres sur lui. Il y en a qui l'ont même crucifié. Lui-même, le Fils de Dieu, n'a pas réussi à convaincre tout le monde. À combien plus forte raison, nous, les êtres humains. Même si Félix danse aujourd'hui dans la piscine, rassurez-vous que les gens comme Mozito diront que « Monsieur, vous soulevez la poussière ». Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Honorable Claudel Loubaya, bonjour. Bonjour, Peter. Un réel plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui comme invité du journal. Alors, premier dossier, c'est le président de la République qui était au Rwanda, bientôt aux États-Unis. D'abord, votre regard sur cette tournée du président de la République. Peut-on dire que la situation, le cas isolé de l'RDC d'hier, aujourd'hui, il y a ouverture avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci. D'abord, je ne suis pas le porte-parole du président. Vous êtes un acteur politique. D'accord, très bien de le préciser. J'ai vu qu'il y a son déplacement au Rwanda qui a suscité quand même de réactions, ça et là. Surtout par rapport à sa présentation devant le mémorial. Tout à fait, j'ai vu qu'il a été au mémorial du génocide rwandais et qu'il s'y est incliné, que cela a suscité de controverses. Je comprends la frustration de tous mes compatriotes, je comprends leur angoisse de voir que leur président soit allé se recueillir là-bas, mais en même temps aussi que je comprends que la diplomatie congolaise n'avait pas beaucoup d'efforts à faire dans la mesure où le recueillement au mausolée, enfin, au mémorial du génocide rwandais est une ligne diplomatique et même une pratique diplomatique rwandaise. Alors ça, c'est bien pour le Rwanda, mais aussi pour le Congo, qu'est-ce qu'il faut? C'est là que se pose le problème. J'apprécie ces contacts qui s'établissent avec le Rwanda, c'est une très très bonne chose, mais je pense que pour le besoin de notre mémoire, ou sinon de l'histoire de notre pays, il serait aussi idéal que la diplomatie congolaise travaille davantage pour amener le Rwanda à faire amende honorable en reconnaissant sa responsabilité, comme l'avaient reconnu autrefois les tribunaux, dans les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide commis par son armée, par ses armées, sur le territoire congolais, contre les citoyens congolais. Ça, le président ne l'a pas dit. Et crimes qui ont coûté, qui ont fait plusieurs morts. C'est pour cela que je dis que c'est bien déjà qu'il y ait des États qui se parlent, mais pour obtenir ça, il ne faut pas qu'on se taise, il faut qu'on se parle. Il faut que les deux pays se parlent et que l'État rwandais, le gouvernement rwandais comprenne, le pouvoir rwandais comprenne que pour le besoin d'aérer nos relations et de les rendre beaucoup plus humaines, mais aussi plus respectueuses des uns et des autres, que le pouvoir rwandais comprenne qu'il a tout intérêt à faire, comme je le dis, amende honorable en reconnaissant publiquement sa responsabilité dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, crimes de génocide perpétrés sur le territoire congolais contre les citoyens congolais par l'armée hégémonique rwandaise. En polémique alors par rapport au CNSA qui aujourd'hui évalue la CENI. Votre réaction? Ce n'est pas non plus une question de polémique. Il ne faut pas faire des tabous ou en chercher là où ça n'existe pas. Le CNSA, nous savons dans quelles conditions
il avait été initié. Accord de la Saint-Sylvestre pour sa mise en œuvre, le suivi de sa mise en œuvre, mais aussi la mise en œuvre, le déroulement de tout le processus électoral. Il y avait eu besoin de CENSA. Nous savions dans quelles conditions il devait être constitué. Mais en même temps que nous savons que le CENSA, en réalité, n'a jamais été mis en œuvre. Il n'a jamais été mis en place. C'est que ce qui existe aujourd'hui, c'est un monstre né de l'accord falsifié du Palais du Peuple. Accord falsifié. Aujourd'hui, c'est un monstre né des arrangements particuliers achetés ou vendus au Palais du Peuple. Ce qui a fait que les délégués du rassemblement, qu'on a voulu appeler rassemblement délimité, n'ont jamais siégé au CENSA. Et que l'ordonnance qui a créé même le CENSA a été signée, promulguée à quelques jours même de l'expiration du mandat de l'ancien président Kabila. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui le CENSA puisse avoir sa raison d'être. Parce qu'il était mis en place pour suivre le déroulé du processus électoral et en sait spécialement l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections provinciales. Du moment que ces trois élections ont eu lieu et que le CENSA n'y a même joué aucun rôle pour tout cela, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'État congolais doit continuer à dépenser. Mon problème ici, ce n'est pas l'argent qui peut être mis à la disposition du CENSA. Non, mon problème, c'est l'existence d'un monstre qui trouble l'ordre institutionnel de notre environnement. Le CENSA trouble l'ordre institutionnel. Exact. Dans quelle mesure? Parce qu'il n'est pas repris dans la Constitution. Et il était clairement dit qu'au lendemain des élections, nous devrions rentrer à l'ordre institutionnel. Et cet ordre institutionnel que j'ai ici ne reprend le CENSA nulle part. Le CENSA, c'était un mécanisme particulier, dans un contexte particulier. Il y avait eu 2 ans de bonus pour l'ancien président. Il fallait gérer cette période-là. Et pour gérer cette période... Le CENSA avait ces 2 ans-là? Non, pas du tout. Il fallait gérer 2 ans qui venaient. Il faut un CENSA pour suivre la mise en œuvre de l'accord. Mais nous le savons très bien. L'accord de la CENCO n'a jamais été mis en œuvre. L'accord de la CENCO n'a jamais connu un début de mise en œuvre. Et que ce qui est arrivé plus tard, c'est comme je l'ai dit, c'est un monstre du Palais du Peuple pour contourner ce qui se faisait à la CENCO. Tout le monde a été appelé au Palais du Peuple. Et c'est là qu'on a boutiqué, on a falsifié l'accord de la CENCO, on a falsifié les arrangements particuliers de la CENCO pour donner naissance à ce qu'on a appelé le rassemblement des limites, les rassemblements des Kassabobo. Et cela a même conduit à la mise en place d'un gouvernement. Il y a un gouvernement aujourd'hui, le gouvernement Tchibal, comme on le sait. C'est comme je l'ai dit, tout ça est né d'une liaison incestueuse et il faut maintenant y mettre fin pour que la vie institutionnelle congolaise soit aérée. Il faut y mettre fin comment? Je ne demande pas 4000 voix. Le président de la République, en vertu de l'article 69 de la Constitution, il est le garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Et à ce titre, il lui appartient de prendre l'ordonnance portant abrogation de celle mettant ou créant le CENSA. Et ça sera justice, mais surtout, ça fera respect. Parce que si nous voulons être sérieux aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que le CENSA continue à fonctionner et à poser des actes. J'ai vu même que le CENSA organise des tripartites. Mais quelle tripartite? Parce que l'ensemble, une bonne partie de ses membres n'ont plus qualité. Il y en a qui étaient députés, qui étaient candidats, qui sont déjà élus. Il y en a qui ont échoué et j'ai vu qu'il y en a qui sont en train de retourner là-bas. Toutes ces instances qui troublent le fonctionnement harmonieux de nos institutions et qui entretiennent la confusion des rôles dans la gestion de l'État. Et parmi ces instances, il y a le CENSA, qui aurait pu déjà plier bagage depuis le 30 décembre 2018. Et continuer à le laisser fonctionner, je trouve que ça ne fait pas respect pour notre pays. Un mot par rapport à cette question lancée par votre collègue Délice Sanga sur la réduction de vos émoluments. Vous en pensez quoi, vous?
L'honorable Delis Sesanga n'a pas tort. Il a expliqué pourquoi il a demandé que le train de vie des parlementaires soit revu à la baisse. Mais il n'y a pas que le train de vie des parlementaires. Il y a aussi chez lui de toutes les institutions. C'est en fait l'ensemble des corps de l'État qui doit voir son train de vie revu à la baisse. Mais ça ne dépend ni du président de la République, ni du gouvernement. Ça dépend de l'Assemblée nationale. C'est nous, l'autorité budgétaire, et le moment venu, nous nous pencherons sur la question et je pense que ça ne posera aucun problème. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas question d'être ou de ne pas être d'accord. Je pense que ça ne posera aucun problème. L'homme du peuple, l'UDA aujourd'hui, où se situe l'UDA? Du côté de Cash, Madame Élisée Mumba nous suit, nous a posé la question au vrai journal du côté de Cash, du côté de Lamuka. Elle voulait savoir, elle vous suit beaucoup. Peter, posons la question, première question, où se situe aujourd'hui l'UDA? Monsieur, je pense qu'il faut demander à madame que je salue, que je ne connais pas, mais que je salue, il n'y a pas de problème. Il faut lui demander de suivre la situation du pays et de l'analyser correctement. L'UDA est signataire de la charte portant création de l'Alliance de mouvement du Congo, AMK. Et à ce titre, nous avons présenté des candidats députés nationaux et provinciaux que nous avons, qui siègent dans les assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Et donc nous sommes membres de l'AMK. Le paysage politique congolais, nous savons comment il est organisé. Il y a le FCC, il y a le CASH, il y a Ensemble, il y a la MOUCA, il y a ceci, il y a cela. Mais nous restons une organisation autonome avec notre autonomie idéologique, organisationnelle et structurelle. D'accord. Et dit-elle, pourquoi avez-vous soutenu Félix Tshisekedi à la présidentielle? Cette question n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes au-delà de 3 mois des élections. Maintenant, nous sommes dans la gestion de l'État et il n'est plus question de revenir sur les vestiges du passé. Nous regardons de l'avant, tout simplement. Et la troisième question, quel est selon vous l'avenir de AMK aujourd'hui? Se travailler d'une opposition ou comme une affaire avec Yungo qui dit il est avec Félix, ou est-ce qu'il faut être avec la majorité? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Faire une opposition ou continuer la vérité des urnes ou traverser et soutenir Félix Tshisekedi? Sa troisième préoccupation. Nous travaillons pour le Congo. L'AMK a été créée pour travailler pour le Congo et donc nous continuons et continuerons à travailler pour le Congo. Très bonne relation. Sans coloration. Très bonne relation avec Moïse Katumbi toujours. Et continuerons à travailler pour le Congo. Et il n'est pas ici question de dire si on est en bonne ou mauvaise relation. Nous n'avons pas, nous comme AMK, de mauvaises relations avec quelqu'un, avec des personnes. Nos relations sont excellentes avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas des individus, c'est-à-dire les organisations. Bien entendu, à travers ces organisations, les individus qui les animent. Pour finir, dernière question, il pèse sur vos épaules le poids de votre père qui a lutté dans ce pays, qui a laissé un nom. Est-ce qu'il vous arrive parfois, lorsque vous posez des actes, d'y penser, de vous dire que tout ce que je pose comme acte pourra à un moment ou l'autre écorcher l'image du père? Est-ce que c'est un poids? Est-ce que c'est facile ou difficile d'être le fils d'André Guillaume Loubaya? J'y répondrai le 1er mai. Parce qu'il a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 mai. Et chaque année, nous commémorons cela. L'année passée, nous avions commémoré le 50e de son assassinat. Et cette année, ce sera le 51e anniversaire de ça. Et si vous revenez à cette occasion, je répondrai à votre question. Claudel Loubaya, merci. Merci. C'était Claudel Loubaya, l'invité du Vrai Journal, et un communiqué nécrologique avant de nous quitter. Oh, kobotama ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Les familles Mapeki et Mata ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, parents, amis et connaissances la mort de leur neveu, frère, oncle et père, Mapeki Ngindu Aldebert.
Décès survenu le jeudi 21 mars 2018 à l'hôpital Mokole de Kinshasa. En attendant le programme de funéraire qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient au domicile du défunt, 6 numéro 18 de l'avenue Temba, quartier Matadi Mayo, référence à Ribaoba, dans la commune de Mongafula. Ces présents communiqués tient lieu de faire part. Le magazine Vrai Journal procède au recrutement de monteurs professionnels. Pour tout contact, prière de contacter les 081 37 97 103, 081 37 97 103. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la province de Maïdomé ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.